Bonjour à toutes et à tous, herkese merhabalar. Bienvenue sur le podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Je suis Péline, votre hôte, créatrice du site internet leblogdistanbul.com. Leblogdistanbul.com vous aide à voyager et vous expatrier à Istanbul. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est avec mon invitée Selma que nous allons avoir une conversation très intéressante sur les couples mixtes, notamment la vie de couple avec un homme d'origine turque. Selma est mariée à un homme français d'origine turque et partage avec nous son expérience et son histoire. Comment s'est passée son intégration dans la famille turque vivant en France ? Quelles ont été ses observations, ses difficultés, mais aussi ses avantages d'être avec un homme turc ? Comment se passe d'ailleurs leur communication au sein du couple ? Selma partage également son point de vue sur la position de la femme turque dans un couple, les coutumes qui l'ont surprise, et en tant que coach et thérapeute, elle va nous donner des conseils pour toutes ces femmes qui sont dans cette même situation. Alors si vous êtes un homme, cet épisode peut également vous aider. Il peut vous aider à comprendre certaines choses, certaines dynamiques qui se passent dans votre couple. N'hésitez surtout pas à commenter s'il y a des choses que vous avez envie d'ajouter à la conversation. Et n'hésitez surtout pas à rester jusqu'au bout, parce qu'à la fin de l'épisode, on analyse d'où provient l'assurance que peut avoir la communauté turque par rapport à d'autres communautés. Je vous attends dans les commentaires. Très belle écoute. Bonjour Selma, merci de nous rejoindre sur le podcast turc pour nous parler de ton expérience. Comment vas-tu ? Bonjour Péline, ça va très bien, merci de me recevoir. Je sais que tu es en couple mixte, tu vas nous raconter tout ça, mais d'abord j'aimerais bien que tu te présentes, que tu me dises qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes origines, etc. Ok, je m'appelle Selma Sardouk, j'habite en France, à Lyon, et je suis originaire, de base je suis de région parisienne, et je suis marocaine-algérienne et mariée avec un homme d'origine turque. D'accord, donc un beau mélange, un trio de mélange. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré ton mari ? C'est une histoire assez mignonne. En fait, on a grandi dans la même ville et on était dans le même collège. On a été plusieurs années de suite dans la même classe d'ailleurs. Mais à l'époque du collège, on n'était pas du tout en couple. En fait, on était juste des camarades de classe. Et puis après, on s'est un peu perdu de vue parce que chacun fait sa vie de son côté, comme toujours, quoi, quand on quitte le collège, voilà, il y en a qui vont dans certains lycées, d'autres qui vont dans d'autres lycées, puis après, on se perd un petit peu de vue. Et moi, je suis partie à l'étranger après le lycée. Et lui aussi, en fait, est parti à l'étranger. Enfin, il est parti vivre en Turquie, en fait. Et moi, je suis partie vivre en Amérique latine. Et c'est quand je suis revenue en France, lui, il était toujours en Turquie, qu'on a commencé à reprendre contact. Mais au départ, c'était pas, on n'a pas repris contact dans l'idée de se mettre en couple. C'était juste une prise de contact comme ça. À ce moment-là, est-ce que tu es partie en Turquie pour lui ? Non, je suis pas allée en Turquie pour lui. J'ai pas été en Turquie jusqu'à après notre mariage, en fait. Quand on a eu, même au début de notre relation et tout, j'ai pas du tout été en Turquie. Mais une fois qu'on s'est mariés, on avait déjà notre fils qui était déjà là. Là, on est partis tous ensemble en vacances en Turquie pour la première fois. Et bon, j'ai adoré la Turquie. Et depuis, c'est vrai qu'on y va assez souvent. Mais du coup, ton mari est rentré de Turquie. Je crois qu'il habite à Izmir, c'est ça ? Il est rentré d'Izmir pour te C'est rejoindre ça. en France ? Oui. Ça, c'est romantique. En fait, il faisait quand même des allers-retours. Il faisait des allers-retours. Mais c'est vrai que sa vie, elle était en Turquie. Enfin, il avait son boulot en Turquie, à Izmir. En plus, c'est une ville qu'il adore. Et puis après, du coup, il est rentré en France quand on s'est mis en couple. Et tu sais pourquoi est-ce qu'il était parti en Turquie ? Enfin, pourquoi il avait renoncé à sa vie en France ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'était juste pour changer d'air ? Parce que il préférait la vie là-bas, en fait. Je pense qu'il y a une question de liberté, qu'il se sentait beaucoup plus libre en Turquie, à Izmir, qu'en France, en région parisienne. Et donc,
Après, je ne vais pas parler à sa place, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui l'ont poussé à partir. Et il fait un métier qui peut se faire n'importe où, en fait. C'est assez, enfin, il travaille dans une industrie qui est présente partout. C'est assez facile pour lui de trouver du travail. Et donc, du coup, il est parti parce qu'il se sentait beaucoup mieux là-bas qu'en France. Du coup, là, j'aimerais bien que tu me parles du modèle de la famille de ton mari, si c'est possible. D'où viennent tes beaux-parents et, euh, et quel est leur modèle familial, tu vois, comment ils sont venus en France, combien ils ont d'enfants, quel type d'éducation ils ont donné à leurs enfants, et puis leur habitude de vie, etc. Enfin, vraiment, quand tu les as découverts, sous quel œil est-ce que tu les as vus? Alors du coup, mes beaux-parents, ils viennent de Trabzon à la base, donc tu connais. C'est une ville on va dire, assez fermée d'esprit, mais ils vivent à Izmir. Donc du coup, ils ont quand même l'esprit de Trabzon, enfin, ils ont cet état d'esprit où ils sont quand même pas mal entre eux, entre Turcs, etc. Mais le fait de vivre à Izmir, ça leur a permis aussi de s'ouvrir quand même, d'être quand même un peu plus ouverts d'esprit. Et donc, je précise qu'ils vivent à Izmir la moitié de l'année, là maintenant, depuis que mon beau-père est à la retraite. Mais sinon, avant, ils habitaient en France tout le temps. Ouais. Et du coup, ils sont arrivés en France pour des raisons économiques, hein, je pense comme la plupart des familles turques qui sont arrivées dans les années 70. Donc, mon beau-père est venu pour travailler. Ils ont 5 enfants. Je crois que les 3 premiers sont nés en Turquie et les 2 derniers sont nés en France, dont mon mari, qui est le petit dernier de la famille. Je précise qu'il y a 4 garçons et une fille dans leur famille. Et donc, l'éducation qu'a reçue la fille est très différente de l'éducation qu'ont reçue les garçons. Je remarque beaucoup ça en général, hein, dans les familles turques. C'est que les filles sont autonomes très très tôt en fait. Elles savent tout faire et elles peuvent tenir une maison de A à Z en ayant plein d'activités autour très très jeunes. Alors que les garçons, finalement, ils sont quand même assez dépendants des femmes. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Ouais. mais j'ai remarqué quand même cette tendance-là. Après, le truc que j'ai aussi remarqué et qui m'a quand même frappée, c'est le sens du travail. Donc ça, je pense que c'est général. La chose la plus importante qu'ils ont transmis à leurs enfants, mes beaux-parents, c'est la responsabilité face au travail et le devoir face au travail. C'est super important. Donc en fait, le chômage, ça n'existe pas. Être au chômage, ça n'existe pas. C'est juste inenvisageable. Si y a un souci financier pour X raisons, il faut trouver un moyen de trouver du travail pour pouvoir dépasser ça. Et en fait, ils ont une capacité de travail qui est énorme. C'est-à-dire que mon mari peut travailler tout le temps. En fait, il est capable de travailler tous les jours de la semaine pendant de très très longues périodes sans forcément prendre de repos. Et j'ai remarqué quand même, c'est une tendance qui est quand même j'ai remarqué qu'elle est quand même assez générale en fait dans la culture turque, cette culture du travail qui est un peu le pilier de la vie en fait. Mhm. Mhm. Bon, en fait, c'est très intéressant parce que je n'ai jamais parlé de ça avant, mais euh, euh, ça, c'est une valeur qui est portée réellement par les Turcs de la diaspora turque. C'est-à-dire que je dis pas que les Turcs de Turquie sont des feignants, hein, pas du tout, hein. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un acharnement au travail qui était plutôt du côté des Turcs qui se sont installés comme tes beaux-parents dans les années 70-80, comme mes parents aussi d'ailleurs, et qui sont venus dans un pays étranger et qui n'avaient qu'une chose à faire, c'est de travailler. Et du coup, c'est à ce moment-là que cette valeur s'est vraiment renforcée parce que c'était comme si, tu vois, en venant en Turquie, en France, il devait représenter un peu la Turquie. Et ça a donné en fait des papas qui travaillaient de 4 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir, tous les jours de la semaine pendant 40 ans, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué ça plutôt chez les Turcs de l'étranger, enfin d'Europe. Mais par contre, pour les Turcs d'Izmir, par exemple,
c'est pas du tout la même chose. Je sais qu'Izmir, c'est une ville beaucoup plus détente, beaucoup plus, on appelle ça une ville de kiff, tu vois, où les gens sont plus, ouais, sont plus dans leur confort quotidien, quoi, tu vois. Est-ce que tu peux me Ok. parler de comment s'est passée ton intégration dans cette famille? Quels étaient tes obstacles et quelles étaient tes facilités? Oui, j'ai beaucoup de chance parce que je suis arrivée dans une famille où il y avait déjà, j'ai 2 beaux-frères qui sont mariés avec des femmes, d'origine algérienne. Et le troisième, il a été d'abord marié avec une Algérienne, et ensuite, bah, ils se sont séparés et puis il s'est mis avec une Turque. Mais du coup, c'était pas quelque chose de bizarre dans, dans ma belle famille de se mettre en couple avec une femme étrangère. C'était quelque chose de normal, c'était un peu la norme en fait, puisque tous les fils étaient passés par là. Donc, j'ai pas eu de problème d'intégration, d'autant plus que une des belles-sœurs de mon mari, qui est d'origine algérienne, a vécu avec mes beaux-parents pendant un certain temps. Et donc, elle s'est super bien adaptée. Donc, elle parle couramment turc. Elle cuisine super bien tous les plats turcs. Enfin, c'est devenu une turque en fait. Elle s'est vraiment très très bien adaptée. Et en fait, quand je suis arrivée, elle m'a beaucoup aidée parce que enfin, toutes les deux, on partage plein de choses de notre culture. Et ça a été un petit peu comme ma grande sœur dans cette famille parce que du coup, elle m'a appris plein de trucs sur la culture turque, sur les différences, mais aussi les ressemblances avec notre culture à nous, sur la façon de se comporter et sur aussi le fonctionnement de la belle famille en général, hein, parce que cette femme-là, pour moi, en arrivant comme ça, j'ai vraiment vu que c'était le pilier de la famille, en fait. C'est Oui, vraiment sur elle que tout repose. C'est elle qui, euh, qui s'occupe de mes beaux-parents comme si c'était ses parents à elle, en fait. Et du coup, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, mon intégration dans la famille, elle n'a pas été difficile, d'autant plus que du coup, ils m'ont considérée comme leur fille tout de suite. J'ai pas eu de problème d'intégration parce que j'étais étrangère ou quoi. Du coup, en Turquie, il y a vraiment ce truc de la belle famille, la belle fille, pardon, ça devient une de nos filles. oui, Donc, tout de suite, ils m'ont considérée comme leur fille. Et quand ils parlent de leur belle-fille ou de leur beau-fils, ils disent nos enfants, ils disent pas nos beaux-enfants, ils disent pas nos belles-filles, ils disent notre fille. Un ouais. rapport qui est c'est assez agréable, hein, parce que je me suis tout de suite sentie faire partie de la famille, je me suis tout de suite sentie faire partie du groupe, en fait. J'ai pas ressenti vraiment de rejet. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais il me semble que tu m'avais déjà parlé auparavant d'un petit obstacle qui pourrait être la langue. Parce que là, tout ce que tu m'expliques, en fait, c'est toi qui étais adapté à la famille complètement. Mais est-ce que la famille s'est un petit peu adaptée à toi? Bon, elle t'a super bien accueilli, ça c'est génial, mais est-ce que les parents parlaient français, par exemple? Comment vous faisiez pour Ouais, communiquer? ouais, ça c'est ouais. Alors du coup, c'est intéressant parce que là, je parle vraiment de moi, mon expérience, et je me rends compte que c'est pas du tout la norme en fait, parce Oui, que ils avaient voilà, ils ont déjà ils avaient l'habitude en fait, parce qu'ils ont voilà, mon beau-frère il s'est marié il y a presque 20 ans avec une femme d'origine algérienne, donc voilà, mes beaux-parents pour eux ça fait déjà 20 ans qu'ils sont habitués à ça, mais je me rends compte que dans d'autres familles ça se passe pas pareil. C'est plus compliqué pour d'autres femmes parce que euh, c'est vrai que dans les familles turques, il y a ce truc de on reste entre Turcs, on parle turc. Donc à la maison, tout le monde parle turc. Donc moi, je parle pas encore bien le turc. Mais si je veux avoir des conversations avec ma belle-mère, par exemple, je suis obligée d'apprendre le turc parce qu'elle parle pas français, malgré le fait qu'elle ait vécu très longtemps en France. Parce qu'ils regardent la télé en turc, ils mangent que des trucs turcs, ils font leurs courses dans les magasins turcs, oui, dans les oui. supermarchés turcs. Leurs amis sont turcs.
Donc du coup, oui, on reste. Enfin, c'est comme s'ils avaient créé une mini Turquie en France. Et donc, oui, pour pouvoir s'intégrer, il y a besoin, je pense que plus que enfin, si je compare par exemple avec les cultures marocaines ou algériennes, je Oui. pense que quelqu'un qui arrive a peut-être moins besoin de faire d'efforts pour s'intégrer que dans une famille turque. Parce que dans les familles marocaines et algériennes, bon, il y a aussi des différences culturelles, etc. Euh, mais on fait déjà peut-être un petit peu plus l'effort de s'adapter à l'autre. Alors que les familles turques, il y a vraiment ce truc de on doit s'adapter à nous. Enfin, c'est quelque chose qui va de soi. Il n'y a même pas Mm. la question, elle se pose même pas. Donc oui, quand on enfin, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand on est en couple avec un Turc, faut s'adapter. Et moi, j'apprends le turc parce que déjà, je trouve que c'est une belle langue et j'ai envie d'apprendre. Mais aussi pour mieux m'adapter à la famille et pour pouvoir parler. En plus, on va tout le temps en Turquie. Donc, du coup, moi, j'ai envie d'être indépendante et autonome là-bas et de pouvoir discuter avec des gens. Je me suis fait des amis entre-temps, etc. Donc, de pouvoir avoir ma vie sociale indépendamment de la vie sociale de mon mari quand je vais en Turquie. Et tes parents, comment ils ont réagi à tout ça? Moi, mes parents, ils l'ont pas du tout bien pris parce que justement, ils avaient cette peur que je ne sois pas acceptée dans ma belle famille. Ils avaient des clichés sur les Turcs, en fait, c'est ça? Oui, il y avait des stéréotypes, enfin des préjugés plutôt, sur les Turcs, sur les communautés turques. Et moi, mes parents, enfin, je suis issue d'un couple mixte déjà, puisque mes parents ne sont pas du même pays. En plus, mon père, il est berbère marocain, donc dans la famille de mon père, on parle amazigh. Dans Ah la oui. famille de ma mère, on parle arabe. Donc, c'est déjà deux choses complètement différentes. Et du coup, je pense que ma mère, elle a eu très peur que je vive un peu ce qu'elle a vécu, elle, pendant le début de son mariage, où elle arrivait dans une famille où elle parlait pas la langue et tout le monde autour d'elle parlait une langue qu'elle comprenait pas et où elle a dû faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour s'adapter. Mmh. Et je pense qu'elle a eu un petit peu peur de ça. Et deuxième chose, c'est au niveau de la façon de percevoir la vie. Mon père, je pense que c'est surtout ça qui lui a fait peur. C'est très différent parce que mes parents, ils sont venus en France pour étudier. Oui. Donc, du coup, la valeur importante dans la réussite pour ma famille à moi, c'est l'éducation. Voilà, mes parents, ils sont super fiers qu'on ait fait des études. Ils sont super fiers qu'on ait réussi nos études supérieures, en fait. Alors que dans la famille de mon mari, ils ont arrêté l'école très tôt et ils ont commencé à travailler très tôt. Leurs parents sont très fiers que leurs enfants aient commencé à travailler très tôt et qu'ils aient un métier dans les mains, en fait. Parce que c'est Mmh. des métiers manuels plutôt qu'ils font. Et du coup, les histoires migratoires, elles sont différentes. Ils sont pas venus pour les mêmes choses. Et mon père, il a eu cette peur où il a eu beaucoup de préjugés en fait par rapport à ça. Clairement, pour moi, c'est du classisme en fait. C'est le fait de voir ça un peu comme un déclassement parce que je me mariais avec quelqu'un qui n'avait pas fait d'études supérieures et donc du coup, il partait dans ces trucs. Il Ah. avait peur qu'on ne se comprenne pas, etc. Tu vois. Mmh. Donc il y avait ces deux choses-là. C'était pas uniquement. Donc il y avait le côté, oui, c'est des Turcs, donc ils sont sectaires et ils sont toujours entre eux, etc. Donc ça va être difficile. Et il y avait ce truc aussi de, mais ils font des métiers manuels et ils n'ont pas fait d'études et ça va être compliqué, etc. Et troisième chose, c'est par rapport par rapport à la religion. Donc même si on est musulman. Du coup, mes parents, ils avaient peur, je ne sais pas pourquoi. Ils avaient peur que leur façon de vivre l'islam soit trop extrémiste et que du coup, ils avaient cette image, tu sais, des Turcs qui obligent leurs femmes à faire des choses. Mmh. C'est un préjugé qui est très négatif, mais du coup, ils partaient vraiment dans ce truc-là. Et ils avaient peur du coup, que je me retrouve enfermée chez moi, à pas pouvoir sortir et avoir le droit de rien faire.
Alors que je leur dis, enfin, mon mari il a vécu à Izmir, quoi. Donc, enfin, lui, il a une mentalité de mec d'Izmir. Ouais, mais ils sont pas censés savoir. Hein. Ils sont pas censés savoir ce qu'est C'est Izmir. ça. On n'a même pas parlé de Ouais. ton mari, du coup, on va parler un peu de ton mari. Et comment tu décrirais ton mari? Est-ce que tu penses que c'est plutôt un fils à maman ou c'est un homme indépendant? Bah, écoute, c'est un homme indépendant parce que justement, il a vécu seul. Je pense que c'est ça un peu la clé et c'est ça qui a fait switcher. Parce que quand je regarde d'autres hommes turcs que j'ai autour de moi, donc bah, même parfois les amis de mon mari, bah, ils n'ont pas du tout le même rapport en fait à la vie et au rapport homme-femme. Ouais. Parce que enfin, mon mari, par exemple, il est capable de tout faire à la maison et on n'a pas vraiment de problème sur qui va faire quoi, en fait. Voilà, il peut cuisiner, il peut faire le ménage, il s'occupe de notre enfant, il n'y a aucun souci. Mais du coup, lui, de son côté, tous ses potes et tout, ils lui disent, mais waouh, t'es super moderne. Même les plus modernes ne font pas autant de choses que toi. Ah, ces amis sont choqués. Ouais, ouais, non, mais ils sont super choqués. Genre, c'est pas son rôle, en fait, dans leur façon de percevoir les choses. C'est pas son rôle de faire ça. Et du coup, c'est hyper bizarre. Et j'ai remarqué, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la plupart des hommes, ils sont très dépendants des femmes, en fait. Ouais. Ils sont très dépendants des femmes c'est un peu. Après, je pense que c'est général, hein, c'est pas. Dans le monde entier, il y a ce truc on vit dans un monde qui est patriarcal, donc il y a cette domination des hommes sur les femmes, mais dans la culture turque, c'est encore plus exacerbé parce que les mamans, elles font tout en fait. Ouais. Elles font tout. Du coup, les hommes, ils n'ont pas l'habitude, les garçons, ils n'ont pas l'habitude de faire des choses à la maison. Ils n'ont pas l'habitude de. Même pour eux, hein, parce que du coup, même nous, on a ce truc de. C'est les mamans qui font tout. Mais quand tu dois faire quelque chose pour toi, bah, tu le fais toi-même. Alors que dans la culture, enfin, dans les familles turques que je connais, les hommes, quand ils ont quelque chose, je ne sais pas s'ils veulent. Boire un thé, ils vont pas se faire le thé eux-mêmes, ils vont demander à une femme voilà, qui est là dans la famille de faire un thé. Là, tu as donné un exemple quand même qui est très important. Le thé, c'est toujours la femme qui fait. Non, je plaisante bien sûr. Hein. Oui, Mon père faisait très bien le thé, donc je plaisante complètement. Mais effectivement, c'est marrant parce que tu vois, oui, enfin, quand les deux parties sont consentantes, que la femme est consentante à faire un peu tout à la maison et que l'homme se complaît bien dans cette situation, c'est comme si au bout d'un moment, la femme devenait aussi dépendante de ce statut dans le foyer, en fait. Moi, je l'ai vu ça avec ma mère. Ma mère n'a pas travaillé et en fait, au début, je ne sais pas si c'était sous la contrainte ou quoi, mais elle s'est clairement occupée de tous ses enfants, de toute sa famille, son mari. Quand il y avait des invités, c'était elle qui faisait tout, etc. Et en fait, au bout d'un moment, comme c'était son seul rôle, son seul statut important dans sa vie, elle se l'est approprié et elle est devenue complètement dépendante du fait que c'est elle qui fait tout à la maison. Et encore aujourd'hui, quand mes frères vont lui rendre visite, elle les laisse rien faire. Alors qu'ils vivent seuls, ils ont voilà, tu vois, ils sont indépendants, quoi, tu vois. Mais ça, j'ai trouvé ça marrant. Je sais pas si tu as remarqué ça. ouais, si j'ai remarqué ça aussi, les femmes, c'est leur rôle de tout faire à la maison, etc. et de tout faire. Donc, je rappelle hein, la valeur travail, etc. Donc, il faut que tout soit fait de façon excellente et parfaite. Donc, de tout faire à la maison. Et quand on leur enlève ça, c'est vrai que elles sont un petit peu, enfin, elles, elles savent pas quoi faire d'autre. Ouais. Euh, et c'est assez perturbant en fait quand on arrive et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de ça. Ouais. C'est assez perturbant parce que il y a vraiment ce côté où les femmes, elles anticipent les besoins des hommes. Ah oui, ah oui. Et,
Et c'est un niveau, c'est encore une fois, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez nous, mais c'est un niveau, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, je sais pas si on est à table et qu'on est en train de manger, bah, si, je sais pas, il y a un homme qui s'est un petit peu les doigts, et ben avant même que l'homme ait pensé à prendre du sopalin ou une serviette pour s'essuyer les doigts, bah, il y a une femme qui lui tend une serviette ou du sopalin. Enfin, tu vois, c'est à ce niveau-là. Avant même que le mec il ait pensé qu'il faut qu'il s'essuie les mains, il y a Ouais. déjà une femme autour de la table qui lui a donné du sopalin, tu vois. Ou avant même que le mec il pense qu'il reveut du thé, et ben il y a déjà son verre qui est plein. Enfin, tu vois, c'est vraiment Ouais, ouais, ouais. c'est un niveau où euh, elles vivent pas du tout pour elles en fait. Elles vont toujours anticiper les besoins des hommes qui sont dans la maison. Ouais. Bah, il y a ce côté sacrifice en fait, sacrifice, don de soi. Ouais, Après, c'est pas toutes les femmes. On veut pas ici faire une généralité, hein, ça c'est sûr. Je pense que la nouvelle génération de jeunes ne seront pas forcément comme ça, mais c'est comme ça que c'est inculqué au début en fait. Après, chacun fait comme il veut et les femmes, il y a des femmes très différentes qui sont pas du tout comme ça. Mais dans les familles franco-turques, notamment l'ancienne génération, celle de mes parents, celle des parents de ton mari, c'est clair que c'était toujours comme ça parce qu'en plus, les femmes travaillaient pas ou travaillaient peu à l'extérieur du foyer. Donc ouais, il y avait ce côté sacrifice, anticipation des besoins que j'ai beaucoup vu aussi. Et du coup, ouais, exactement. quand tu as observé tout ça, ça t'a pas fait peur? Enfin, qu'est-ce qui t'a plu chez ton mari? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, c'est lui et pas un autre dans son aspect voilà, d'homme, mais aussi d'homme turc, tu vois ce que je veux dire? Bah, du coup, j'ai pas. Enfin, le fait qu'il soit turc, c'était pas du tout un critère. Enfin, je veux dire, il aurait pu avoir une autre origine, ça aurait rien changé pour moi. C'était pas du tout quelque chose de. C'était pas une volonté en fait. Enfin, ce qui m'a beaucoup attiré chez lui, c'est son côté très sécurisant. Oui, Et donc, encore une fois, je ne pense pas que ce soit parce qu'il est turc spécialement, mais c'est vrai qu'il y a un côté, il a ce côté très sécurisant. C'est-à-dire que tu sens qu'il est solide, tu vois, qu'il est là et qu'il est solide. Il ne peut pas te lâcher du jour au lendemain comme ça, partir. Enfin, c'est vraiment ce côté très sécurisant et en même temps très libre. Parce que, après, et ça, je pense encore une fois, parce que quand je vois la différence avec ses frères, je pense que le fait qu'il ait vécu à Izmir pendant des années tout seul, ça a beaucoup joué sur son ouverture d'esprit, etc. Donc, il est très libre. Et donc, moi, j'ai besoin d'un cadre pour me sentir en sécurité, mais en même temps, j'ai besoin de me sentir libre. Et pour pouvoir me sentir libre, j'ai besoin d'un cadre. Et en fait, du coup, c'est un peu ça, c'est qu'il est très cadrant, très sécurisant, mais en même temps, je suis libre de faire. Enfin, je me sens vraiment libre d'être vraiment qui je veux, entièrement, quand je suis avec lui, et de faire complètement ce que je veux. J'ai aucun masque social, je suis totalement à 100% libre. Et pour moi, c'est ça, en fait, une relation ouais. de couple qui fonctionne. C'est une relation où on se sent en sécurité et on se sent libre d'être totalement qui on veut où il Hmm. n'y a aucun jugement, il y a vraiment ce truc d'accepter l'autre comme il est. Et ça, c'est un truc que j'ai ressenti chez lui, en fait. D'accord. Donc, Super. voilà. Est-ce que, est-ce que tu sens qu'il arrive à exprimer ses émotions? Ouh là là, vaste sujet. Quand tu as dit c'est un homme solide, sécurisant, etc., c'est vrai que c'est un aspect qu'on apprécie chez les hommes turcs, en fait. Que ce soit en France ou en Turquie, les hommes turcs, c'est vrai qu'ils sont de ce côté, en turc, on dirait evin direği, tu vois, le pilier de la maison, celui qui est solide et sur qui on peut compter. Et d'un côté, récemment, j'ai regardé une série qui a fait fureur en ce moment sur Netflix qui s'appelle Ethos. Et tu as ce personnage, ce père de famille qui est hyper solide, qui essaye de consolider, tu vois, le foyer. Mais en fait, tu vois que le revers de la médaille, c'est que il exprime absolument pas ses émotions, il refoule beaucoup ses émotions.
Et c'est un peu ce qui est demandé des pères de famille, en fait, c'est qu'ils soient solides, quoi, qu'ils pleurent pas. Oui, Et en fait, oui. Alors, juste pour finir, en fait, j'ai remarqué, mais je pense pas que ce soit le cas de ton mari, hein, mais j'ai remarqué que pour l'ancienne génération de papa, bah, comme ils devaient être comme ça, surtout ceux qui sont venus en France, bah, du coup, ils avaient besoin d'être très, très, très solides parce qu'on est à l'étranger et qu'il faut, voilà, la vie, elle est chère. En plus, on a beaucoup d'enfants souvent dans ce genre de famille. Donc, du coup, il n'avait vraiment pas de place pour ses émotions. Et pour compenser ça, eh ben, parfois, il devenait agressif, violent. Et dans cette série-là, bah, le monsieur, il n'arrêtait pas de crier, en fait, sur sa famille, parce qu'il il oui. était complètement... tu vois ce que je veux dire? Parce que en plus, c'est ton métier, donc tu vois très bien ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Du coup, peut-être petite déformation professionnelle. C'est vrai que d'un point de vue socioculturel, la place des émotions et la place qu'on donne aux émotions est très importante. Et c'est vrai que j'ai remarqué que dans les cultures, dans la culture turque en général, et ça va de même hein, pour les cultures nord-africaines, les hommes, enfin, c'est pas valorisé pour un homme d'être triste ou d'avoir peur. Enfin, la seule émotion qui est OK socialement pour un homme, c'est la colère. Ouais. Donc du coup, toutes les autres émotions, bah, parce qu'on les ressent, une émotion, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser, c'est quelque chose qu'on va ressentir et après, on doit l'apprivoiser pour comprendre à quoi est due l'émotion. Mais comme c'est pas quelque chose qui est valorisé et c'est plutôt quelque chose qu'on demande de réprimer, bah, du coup, ça va ressortir par la colère. Mais après, voilà, mon mari, c'est vrai qu'au début, c'était très dur pour lui d'accepter ses émotions. Mais après, voilà, comme tu as dit, moi, c'est mon métier. Du coup, c'est des choses, enfin, on a beaucoup discuté par rapport à ça, que en fait, c'est OK d'être triste, c'est OK d'avoir peur, c'est OK de pleurer des fois. Donc maintenant, ça va mieux. Donc, du coup, il est ouvert à la discussion. Complètement, oui. En fait, au début, ça s'est pas fait tout de suite, hein. Au début, c'est vrai que c'était un sujet hyper tabou. En fait, enfin, il voulait pas trop parler de ça. C'était un peu comme, euh, enfin, tu sais, comme s'il avait une armure de protection et que on ne devait pas toucher à ces trucs-là parce que il y a, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a cette image de l'homme solide, etc. Et donc, du coup, il faut qu'il soit fort. Donc, s'il est fort, il peut pas pleurer, il peut pas être triste, il peut pas avoir peur, etc. Mais petit à petit, en fait, bah, il s'est beaucoup plus ouvert. Et en fait, c'est OK. Là, aujourd'hui, dans notre relation, on n'a pas de filtre. On se dit les choses, on se dit les choses telles qu'elles sont et c'est OK. Et si un jour ça va pas, bah ça va pas. S'il a peur pour X raison, bah il a peur et on en parle et c'est OK. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, encore une fois, à chaque fois, je compare un petit peu mon mari avec peut-être d'autres hommes que je vois autour de moi. Et c'est vrai que c'est pas la tendance générale. Il y a cette tendance d'être fort, de vouloir paraître fort. Et bon, c'est OK, hein, parce que du coup, c'est une injonction qu'on reçoit dès qu'on est enfant, etc. Mais moi, je veux pas que ça se passe chez moi. En fait, s'il a envie de paraître fort à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Mais à la maison, on est sans filtre. Et donc, on essaye de maintenir ce truc-là. Ouais. Parce que bah déjà pour une relation, que la relation elle se passe bien et tout, c'est super important qu'on puisse se dire les choses et puis qu'on puisse se dire que il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui font peur, il y a des choses qui nous rendent tristes. Voilà, c'est important de se dire les choses. Et aussi parce que j'ai pas envie que mon fils, donc on a un enfant qui a 4 ans, et moi j'ai pas envie que mon fils il soit éduqué avec cette idée que il faut absolument qu'il soit fort et qu'il n'a pas le droit d'être triste, qu'il n'a pas le droit d'être en colère, qu'il a le droit que d'être en colère, qu'il n'a pas le droit d'être triste, qu'il n'a pas le droit d'avoir peur. Pour moi, c'est super important que mon fils, il sente qu'il peut ressentir toutes les émotions, que c'est OK et qu'il puisse déjà, dès son âge, là, son jeune âge, les apprivoiser et comprendre pourquoi est-ce qu'il ressent telle émotion. On n'arrête pas de le dire, c'est une déformation professionnelle pour toi de remarquer tout ça et de vouloir instaurer tout ça à la maison. On va reparler de ton métier tout à l'heure. Mais pour finir avec ce sujet, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un conseil pour notamment des femmes qui vivent avec des hommes qui sont
comme on l'a expliqué, qui ne mettent pas en avant leurs émotions, autres que la colère ou voilà. Quel serait ton conseil pour ces femmes-là pour qu'elles puissent un petit peu ouvrir leurs hommes ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là? C'est une bonne question. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour déjà, donc c'est important de prendre le temps. Je pense que c'est pas uniquement la responsabilité des femmes. Je pense que les hommes aussi, ils ont besoin de comprendre que c'est normal et ils ont besoin de s'approprier eux-mêmes les émotions. Après, au niveau de ce qu'on peut faire en tant que femme, c'est de voir comment est-ce qu'on réagit quand l'autre nous parle un petit peu de ses émotions. Est-ce qu'on est ouverte à la discussion? Est-ce qu'on rejette complètement ce que l'autre dit? Comment ça se passe en fait? Est-ce que nous, on n'est pas dans ce truc-là de dévaloriser les émotions du partenaire? C'est important parce que c'est des choses qui sont ancrées dans la société, donc c'est des choses qu'on internalise. Et comme on les internalise, donc parfois on va avoir des comportements qui vont dans ce sens, même si intellectuellement on sait que c'est pas comme ça que ça devrait être. Donc peut-être que déjà déconstruire soi les croyances qu'on a autour du fait qu'un homme exprime ses émotions et voir qu'est-ce qu'on renvoie à l'autre en fait par rapport à ça. D'accord. Peut-être que ça peut aider déjà dans un premier temps. Et puis après aussi, il faut se dire que si lui, il n'a pas envie de changer, en fait, ça ne sert à rien parce qu'il ne va pas changer. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. Si l'autre, il est vraiment fermé à la discussion et au changement, ça risque d'être très, très, très long et ça risque d'être compliqué. On peut montrer aussi par l'exemple. Si par exemple, les émotions qui sont dévalorisées chez les femmes, en général, c'est la colère. Donc, si petit à petit on apprivoise soi-même ses émotions et qu'on s'autorise à ressentir, à exprimer des choses qui socialement sont dévalorisées, on montre quelque part l'exemple à l'autre et ça change la dynamique aussi de la relation. C'est important de le souligner, c'est dur pour nous, mais c'est aussi dur pour eux de toujours devoir être super fort et de toujours devoir montrer que tout repose sur leurs épaules et que c'est toxique, en fait, c'est de la virilité qui est toxique. C'est une super transition pour parler un petit peu de ton métier. C'est des sujets qui ne te sont pas du tout étrangers. Alors, tu es thérapeute. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, ton travail? Oui. Du coup, je suis coach et thérapeute et ma spécialité, en fait, c'est vraiment de travailler sur la déconstruction de ce qu'on a appris de par la société, de par notre éducation et de par l'histoire avec un grand H, à laquelle on est rattaché en fait. Donc du coup, moi j'accompagne surtout des femmes et des femmes racisées, que ce soit en France, pas forcément en France, mais des femmes racisées. Et du coup, en tant que femme racisée, dans notre société, on vit le racisme et le sexisme. Et on a du coup des expériences traumatiques qui sont reliées au fait d'être une femme, mais aussi au fait d'être une personne racisée, tout ça en même temps. Et du coup, ça nous construit. Et on se construit sur ces choses-là. Et donc, on a beaucoup d'injonctions et on a beaucoup de croyances sur soi de par ça, en fait, de par le fait d'être une femme racisées en France. Et le fait aussi, donc j'accompagne surtout des femmes qui viennent qui sont afrodescendantes. Et du coup, le fait de venir de pays qui ont été colonisés, ça joue aussi beaucoup sur le rapport à soi parce qu'il y a tout ce qui est traumatisme transgénérationnel qui est transmis. Et donc, on vient déjà au monde avec un rapport à soi qui est très différent de quelqu'un qui vient qui est français, d'origine française, depuis des générations et des générations, parce qu'on a tout ce qui est transgénérationnel qui est transmis. Et puis ensuite, on a nos propres expériences qui vont venir en rajouter par-dessus.
Et puis, on a aussi le fait que culturellement, on a aussi cette distinction homme-femme et on est aussi dans des sociétés qui sont patriarcales, etc. Donc, il y a énormément de choses. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les personnes, les femmes racisées, mais en fonction de leur système et en fonction de ce qui est culturel, de ce qui est relié à leurs expériences de racisme, de sexisme, etc. en France, mais aussi de ce qui est transgénérationnel. Est-ce que tu peux nous dire quel est par exemple le cas, entre guillemets, le plus fréquent que tu vois par rapport à tes patientes? Et comment est-ce que tu travailles dessus justement? Alors, il y a énormément de choses qui reviennent, mais par exemple, le manque d'estime de soi. En fait, on intègre, donc ça, je pense que ça peut être intéressant après de faire le lien avec avec la culture turque, parce que c'est un rapport un rapport à soi qui est très différent. Parce que du coup, les Turcs, c'est des descendants de l'Empire ottoman, Ouais. qui ont été des colons, donc il y a un rapport à soi qui est très différent. De personnes qui sont descendantes de personnes qui ont été colonisées. C'est super différent. Donc, les femmes dont je parle, souvent, il y a cette difficulté à s'aimer. En fait, cette difficulté à s'aimer tel qu'on est, cette difficulté à avoir une estime de soi euh, qui est haute. Il y a toujours cette dévalorisation, des difficultés à s'affirmer, des difficultés à affirmer qui on est vraiment et une capacité d'adaptation, mais vraiment, alors ça c'est le côté positif, Oui. mais on a une capacité d'adaptation qui est ouf. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, tu sais, on peut arriver dans une famille et s'adapter. Tu vois, la famille, donc on va apprendre la langue, on va tout faire pour s'adapter. Alors que, donc si je fais le parallèle avec les Turcs, c'est très très rare de voir ça. Parce que le rapport à soi et le rapport à ce qui appartient, ce qui nous appartient culturellement est très différent. Donc une personne turque, généralement, il y a cette idée de quand c'est turc, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Genre, tout ce qui vient de Turquie, tout ce qui nous appartient, c'est bien, c'est forcément mieux. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est mieux. Notre façon de faire est mieux, etc. Et donc, on apprend tout de suite à valoriser, quand on vient d'une famille comme ça, on apprend tout de suite à valoriser ce qui nous appartient. On apprend tout de suite. Donc, je connais très peu de Turcs qui ont grandi en France et qui ne parlent pas turc. C'est Ouais. très, très, très rare. Même, il y a vraiment ce truc de on apprend le français à l'école. Tu Mm. vois, mon mari, par exemple, il a appris le français quand il est arrivé en maternelle. Il ne parlait pas français. Il parlait que turc à la maison. Alors que nous, on a plus ce souci de s'intégrer. Si on a des parents qui parlent français, bah, du coup, il y en a un qui va parler français, un qui va parler arabe pour pouvoir parler les deux. Et il y a énormément de personnes qui sont originaires du Maghreb, par exemple, et qui sont complètement coupées de la langue, qui parlent pas du tout, notre dialecte, en fait. Ouais. Et du coup, il y a un rapport à soi qui est très, très différent. J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé que les Turcs sont des colons et donc ont ce pouvoir en eux, enfin ont cette assurance en eux par rapport à des pays qui sont colonisés comme la plupart des pays africains par exemple. Donc c'est hyper intéressant. Mais du coup, comment est-ce que tu travailles sur cette question avec une patiente? Ouais, du coup, je propose un travail de fond qui est totalement personnalisé. Mais en gros, ça se passe sur 3 étapes. La première étape, c'est la déconstruction, comme je disais. Donc, la déconstruction, il y a déjà le fait d'apaiser tous les traumatismes. Parce que ce qui se passe, en fait, quand on est comme ça, c'est quand on est en mode survie. On a l'impression qu'il y a toujours une catastrophe imminente là qui va arriver. Et donc, on a beaucoup de mal à revenir à soi parce qu'on a tous ces traumatismes en fait. Donc la première étape, c'est déjà d'apaiser les traumatismes. Ensuite, de comprendre le système, comment ça fonctionne en fait. C'est quoi, voilà, quand je parle de système raciste et patriarcal, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on a internalisé du système? Et c'est quoi notre rôle à nous dans le système? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait qui continue
à maintenir le système, maintenir l'équilibre du système, parce qu'on a chacun aussi et chacune notre responsabilité dans le maintien du système. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la reconnexion à soi, vraiment apprendre qui on est vraiment, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos besoins, pas les valeurs qu'on nous a inculquées, mais vraiment nos propres valeurs à nous, et se reconnecter à soi et apprendre à s'aimer, apprendre l'estime de soi, apprendre à se faire confiance, arrêter de faire confiance à tout ce qui est extérieur à soi et arrêter de se percevoir à travers le regard des autres, mais vraiment apprendre à se percevoir à travers son propre regard et savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Ouais. Apprendre à poser ses limites, etc. Et la troisième étape, c'est de s'affirmer. Et s'affirmer, pour moi, c'est vraiment être qui on était avant que la société nous dise qui on devait être. Ouais. Donc, c'est vraiment ces trois étapes-là, pour moi, qui sont importantes. Et ça se passe sur plusieurs séances, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Et là, j'ai lancé un accompagnement de groupe qui va commencer là en décembre. Parce que c'est super de travailler sur soi en individuel, mais je crois aussi beaucoup en la force du collectif. En fait, quand on partage avec d'autres femmes qui ont les mêmes vécus, on se rend compte qu'on n'est pas seul, que ça touche tout le monde, et donc du coup, on donne plus de légitimité à ce qu'on ressent quand on partage avec d'autres femmes qui ont le même vécu. Moi, j'ai vraiment cette certitude que le collectif influe sur l'individuel et l'individuel influe sur le collectif. Quand on mêle les deux et qu'on a un accompagnement qui mêle les deux, c'est hyper puissant. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, je pense qu'on en avait déjà parlé. Moi, je fais des études de psychologie. Je ne suis qu'au début, hein. Mais clairement, moi, mon objectif, ce serait d'utiliser ce genre d'enseignement pour faire des événements en groupe parce que moi, j'en ai vécu beaucoup, des événements en groupe, des thérapies de groupe, etc. J'ai participé à beaucoup, beaucoup de choses et j'ai trouvé que la force du collectif, comme tu dis, cette puissance-là, elle est indescriptible. Les femmes qui nous écoutent, déjà, vous pouvez aller suivre Selma sur son Instagram, Selma Sardouk. Je le mettrai en barre d'informations. Merci beaucoup, Selma. Merci à toi, merci de m'avoir invitée. Ça a été super enrichissant d'échanger avec toi sur ce sujet. Voilà, c'est déjà terminé. Alors, qu'as-tu pensé de cette conversation ? N'hésite surtout pas à nous mettre un commentaire et à t'abonner au podcast turc, que ce soit sur les applications de podcast Spotify, Apple Podcast ou à la chaîne YouTube sur laquelle tu regardes peut-être la vidéo. À très très bientôt et d'ici là, görüşürüz.